Déjà, on va repasser sur la plaque d'essai. Je ne sais pas si vous avez bien. En fait, ça, c'est l'outil indispensable qui va permettre de réaliser ces montages électroniques, de faire ces prototypages. Et donc déjà, si vous retournez sur certaines plaques d'essai, là, c'est bien parce qu'en fait, derrière, vous voyez les connectiques, les liaisons entre les différents points. Chaque point ici, c'est prévu pour afficher un composant. Donc vous avez, par définition, ici, vous avez une bande ici rouge et une bande bleue. Alors là, c'est inversé sur le tien, mais et pareil ici. Il faut savoir que les deux bandes ne sont pas reliées. Là, vous pouvez par exemple mettre un 5 volts, la masse ici, et ici mettre par exemple un 12 volts. Vous avez deux lignes d'alimentation, et par contre, la ligne masse doit être reliée. Là, on voit qu'elles ne sont pas reliées. Donc là, sur ce schéma ici, donc ici, il y a un anthrax qui est prévu pour afficher des composants du marché. Les composants, ils ont un certain anthrax sur leurs pattes. Ça permet de les afficher directement, et on a accès. Si on avait un composant un peu compliqué, un ampli hop ou autre chose, on pourrait l'afficher directement sur la plaque d'essai, ici au centre, et on aurait ici possibilité d'aller connecter sur chacune de ces pattes. D'accord. Donc quand on aura un composant, on le mettra au centre, et effectivement, donc ici, tous ces points sont reliés. Donc là, par exemple, ici, ce point-là, il est relié avec celui-là. La résistance ici, voilà. Tout ça, c'est relié. Là, on passe par la résistance et on va à l'alimentation VCC. L'alimentation. Là, ici, la batterie, on voit bien que la batterie alimente ici, le positif est là, et la masse est ici. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de à quoi sert cette résistance quand même. Je ne vois pas à quoi elle sert du tout. C'est pour toucher. C'est pour tester avec la victime. Voilà, bon, ok. Parce que voilà, on aurait pu mettre juste un fil ou un strap. Donc ça s'appelle un strap, ça. D'accord. Donc effectivement, votre circuit, lorsque vous l'avez réalisé au point de vue schématique, et bien après, il va falloir le produire au point de vue sur la plaque d'essai pour pouvoir simuler le comportement de votre circuit. Une fois que votre circuit, vous avez bien vérifié que le comportement il est adéquat par rapport à ce que vous avez prévu, vous pouvez l'intégrer, le miniaturiser, faire ce qu'il a fait un peu plus tard. On redescend. Ça, c'est la platine de test pour ça. Il avait réalisé une petite carte. Ah, c'est plus haut. Voilà, donc il avait réalisé, voilà. Il a réalisé ce petit circuit avec un logiciel de routage. On va router les pistes. Il y a, des fois sur cette carte, il y a plusieurs couches. Et en fait, on va relier exactement. On a ce schéma qui a été implanté là. Et après, il suffit de souder pour avoir ce qu'on a réalisé sur en prototypage. Après, on a notre carte électronique ici, notre circuit imprimé qui permet donc de le réaliser. C'est bon? Donc, effectivement, quand vous réalisez votre montage, il faut faire attention de ne pas vous tromper entre l'alimentation, de ne pas l'inverser, parce que souvent, vous avez des composants qui vont griller. Si vous alimentez votre circuit en inverse, il y a des composants qui ne le supporteront pas, notamment la CNY70 qui ne supportera pas si on l'alimente en inverse. Bon. Est-ce que c'est bon pour vous, ça? Après, oui. Ça change quoi qu'on soude de ce côté-là ou de ce côté-là? Alors, quand tu vas installer ton composant sur ton module robotique, ton faisceau il va être dirigé vers le bas. Donc, tes fils ils vont partir ici. Si tu les soudes de l'autre côté, ça va être compliqué. Tu as des fils qui vont repartir. Et donc, ça va. Il faut que c'est judicieux de les souder du bon côté parce que tu n'auras pas à tordre tes fils. Et d'ailleurs, quand on fait la soudure, voilà, quand on fait la soudure ici, ça c'est un peu dangereux. Pourquoi? Parce que là, on risque d'avoir un court-circuit entre deux pins. Là. Donc là, ce qu'il faut utiliser, voilà, c'est de la gaine thermorétractable de quelques millimètres qui permet d'isoler le connecteur. C'est-à-dire que même si on écrase le connecteur, il n'y aura pas de court-circuit. Donc là, effectivement, là, ça a été bien fait. Alors après, il y a une autre solution un peu plus violente, c'est de mettre un point de colle, colle PVC. Là, ça permet aussi de... Le scotch électrique? Non.
Alors, on englue des fois le... J'ai des fiches que j'ai collées à la superglue. Des petites fiches, des petits câbles avec des fiches. Voilà, ça c'est très bien. Là au moins il n'y a aucun risque de court-circuit sur le composant. Donc ce composant, je ne sais pas si vous avez compris, hein, ce composant il va être essentiel pour notre suiveur de ligne. Parce qu'en fait il y aura un transistor ici qui va émettre, une diode qui va émettre de la lumière, de l'infrarouge. Cet infrarouge, donc, il va être réverbéré par la surface blanche. Et une fois qu'il est réverbéré, il va être capté par le phototransistor. Ici, le phototransistor va devenir passant quand on va y envoyer de la lumière dessus. Et donc, ce qui va nous permettre de détecter si c'est une ligne blanche ou noire. Blanc, ce sera détecté. On aura un signal on aura une tension qui sera différente. On aura 2 tensions à analyser pour vérifier que notre capteur fonctionne. Donc, la première étape, c'était que chacun ait réalisé son capteur. Vous en avez besoin de 2. Donc il faut réaliser 2 capteurs comme ça avec les circuits donc CNY70 et les petites cartes qui ont été fournies. Tu peux nous redire ce qui se passe si jamais donc, la lumière est réfléchie? Alors je suis là, en fait, j'envoie mon signal infrarouge, mon signal lumineux. Il est réverbéré et revient sur le phototransistor. Ça, c'est envoyé en continu. C'est envoyé en continu. Transistor, donc du coup le circuit est fermé, la suite il va du 3 jusqu'au... Si le circuit est fermé, ici tu n'as plus de courant qui circule, tu as une tension qui est différente. Quand il y a un coup il est saturé et un coup il est bloqué. Voilà, donc la tension varie de façon importante dans les 2 cas. Donc nous on prend la tension entre le 3 et le 1 pour savoir s'il y a de la lumière ou pas. Comment ça se dit là, pas du tout? Alors oui, entre le 3 et le 1, tu auras effectivement... c'est là que tu vas pouvoir vérifier si oui. Entre le 1 et le 2, elle est tout le temps alimentée, donc tu auras la tension de la diode. Ouais, c'est la tension de seuil de la diode. Et entre le 3 et la masse, là, tu auras la valeur à mesurer qui va permettre... Alors, cette valeur à mesurer, je ne sais pas si vous l'avez mesuré, c'était... Si on l'avait mesuré. On l'avait mesuré la dernière fois, il avait fait 3,7, non 3. Et après, c'était combien? 0,4, je crois. Voilà, ok. Bah, effectivement. Question un peu naïve, si je peux me permettre. Tu peux nous redire la masse, ce que c'est? En fait, c'est une manière de fermer le circuit, c'est ça? Alors la masse, c'est l'endroit, le potentiel le plus bas du circuit. Hein, on a toujours une référence. J'ai oublié ça. Ouais, on a toujours une référence. Alors. Je vous le laisse là, puis Ouais, je vous laisse le là. Tiens, donc... Alors, c'est une différence. Alors, dans chaque circuit, si je prends un point, si je prends par exemple ce point-là, là, j'aurai un potentiel. Je vais mesurer un potentiel. Un potentiel par rapport à une référence. C'est comme si on prend l'altitude. Alors, je vais essayer de faire une analogie. Imaginons, vous êtes au ski et vous êtes en bas de la station et vous allez prendre un téléphérique. Donc, vous allez monter en altitude. D'accord ? Donc ici, vous êtes au potentiel 0. Mettons que c'est le potentiel, ça c'est la masse. Le téléphérique, c'est le générateur, donc c'est la batterie qui va vous monter le potentiel. Donc nous, on va monter à 3,3 volts. Hein, et chaque fois qu'on va passer par un composant, un récepteur, ce récepteur va consommer du potentiel. Nous, ce qu'on mesure, c'est une différence de potentiel, c'est une différence de niveau. Une différence de niveau, c'est quand je suis parti d'ici dans ma station de ski, que je suis monté en haut des pistes, j'ai une différence de potentiel. J'ai gravi, j'ai une différence d'altitude. Là, c'est pareil, la tension, c'est une différence de potentiel. Et pour nous, il nous faut toujours avoir, c'est peut-être pas 0 ici. Hein. Le problème, c'est que des fois, c'est 1000 mètres. Hein. On ne sait pas. Donc, ça peut être 0, ça peut être 1000 mètres, ça peut être 500 mètres. Nous, on va définir qu'ici, ça, c'est notre 0. Voilà. C'est ce qui définit le point le plus bas. Le moins de la pile. C'est la pile, le moins de la pile, c'est elle qui va fixer son potentiel. C'est-à-dire, là, le potentiel le plus bas de mon circuit, il est là. Je ne peux pas avoir plus bas. Et donc, à chaque fois, sur le circuit, quand vous allez vérifier votre circuit, vous allez prendre des points de mesure comme ça. Alors, on va utiliser un multimètre
en fonction voltmètre et on va mesurer, par exemple ici pour voir le fonctionnement, on va mesurer, on va mettre la fiche noire du voltmètre ici, la fiche rouge ici, et on va mesurer dans les deux cas. Un cas où je suis sur un support blanc, donc là je vais mesurer une certaine tension. Alors qu'est-ce que je vais mesurer? Alors normalement, si je suis sur un support noir ici, automatiquement lui il est bloqué, donc il ne laisse pas passer de courant. Donc ici on va retrouver, alors je ne sais pas si par quoi c'est alimenté, mais on va retrouver la tension ici ne va pas changer. Par contre s'il est passant, ici il y aura la tension, on va mesurer la tension de saturation. Donc on va mesurer une tension de l'ordre de moins d'1 volt. Hein, c'est pour ça que vous aurez il y a un coup il est bloqué, il ne laisse pas passer le courant, et un coup il est saturé, et là la tension du transistor elle est très petite. Donc c'est là qu'on va voir la différence entre les deux. Et après il va falloir faire un petit montage. Alors il va falloir envoyer ça vers notre carte électronique. Hein, soit notre microbit, soit notre Arduino, pour dire pour expliquer qu'on va mesurer cette valeur et dire voilà, si en dessous d'une certaine tension, là on considère qu'il est passant, donc on est sur une ligne blanche. S'il est en dessus, là c'est noir. Donc on aura besoin de deux capteurs de ce type-là. Hein, et dès qu'on va détecter une variation sur un des capteurs, il faudra automatiquement asservir nos moteurs, piloter nos moteurs et l'asservir pour qu'il ait un comportement de bien suivre la ligne blanche. Et donc là, l'alimentation, elle arrive en 2 et 3 enfin, il y a le plus qui serait en 2 et 3. Il me semble que plus haut ou plus bas, il y a un schéma que... Alors là, il faudrait voir la suite. Oui, Olivier, trouve-nous le bon schéma. Il est où plus haut, plus bas, je sais pas. Il doit être plus haut, plus haut. Alors, donc là effectivement ici on a la batterie qui va alimenter, qui va déjà polariser notre circuit là, avec une résistance de protection ici. Et dès que le circuit là, dès qu'il va recevoir de la lumière, il va être passant. Donc automatiquement on aura un courant ici qui va se circuler. Ici on aura une tension VT qui va être déterminée par le constructeur. Et donc, on va calculer R2 pour qu'on n'impose pas un trop fort courant dans le transistor. Bon, tout ça, c'est des calculs qui pourront être faits. Alors ça, c'est l'autre côté, parce qu'en fait, on a deux côtés. On a un côté où on polarise la diode, c'est-à-dire qu'ici, on calcule R1 pour émettre suffisamment de lumière, mais pas trop pour griller la LED. Hein. Donc ça, c'est pour ça que la tension de seuil, ici, quand la diode est passante, la tension de seuil, c'est 1,1 volt. Hein, on voit qu'ici, on a besoin de 1,1 volt pour être en fonctionnement normal. Si on dépasse trop, dans tous les cas, si le courant est trop fort, ça va griller. Donc il faut qu'on reste dans les normes. Donc ici, on a calculé R1 pour que on a appliqué. Alors il ne vous a pas expliqué comment on faisait le calcul. Alors je vais vous montrer comment ça se fait. La loi des mailles, il vous a expliqué la loi des mailles? La loi d'Ohm. Ouais, mais pas la loi des mailles. Parce que là, les deux circuits sont en parallèle en fait. Alors la loi des mailles. Alors, je vais expliquer ce que c'est la loi des mailles et comme ça on va. La loi des mailles, c'est. Je sais pas si. Donc, je reprends le circuit là-bas. La première chose dans un circuit, ce qu'il faut faire, c'est flécher les courants. Première chose, c'est savoir dans quel sens circulent les courants. Par convention, le courant, ici on a la bande plus, on a la bande moins, le courant il circule dans ce sens. Ça c'est le courant I, alors ID. Alors il faut savoir que c'est pas vrai. Au départ, on ne savait pas que c'était des électrons, des charges négatives qui circulaient. Donc on a pris un sens conventionnel comme ça. Mais en vérité, le sens réel, il est inverse, parce que ce sont des électrons. Les électrons, ils sont attirés vers le plus et ils sont repoussés par le moins. Mais le sens conventionnel, c'est-à-dire que par convention, on dit que le sens du courant, il va de la borne, en sortant du générateur, il va de la borne plus à la borne moins. Donc ça, on flèche notre courant. Le courant, c'est une même maille, c'est un même circuit. Donc le courant, les électrons, ils ne peuvent pas sortir. Hein. Donc le courant, ici, qui traverse la résistance R1, il va être identique dans la diode, ici. On voit qu'ici, dans tous les cas, la diode, elle va laisser passer le courant. Hein. Le symbole ici indique que le courant il peut circuler que dans ce sens. Hein.
cette diode, elle laisse passer le courant dans ce sens, mais elle s'oppose au courant de l'autre sens. C'est-à-dire que s'il y avait un courant dans l'autre sens, elle n'autoriserait pas. Et le courant, voilà. Donc ça, là j'ai fléché le courant, hein, c'est le même. Hein, il est le même dans toute la maille. Hein, les électrons ne se perdent pas. Hein, donc on a le courant ici. Une fois qu'on a fléché ce courant, on va flécher les tensions. On va dire, ouais, maintenant, on veut, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les tensions. Les tensions, donc c'est pareil, il y a des conventions. Le générateur, la convention du générateur, c'est toujours, on va du moins vers le plus. C'est-à-dire que là, on a la tension qui est dans le même sens que le courant. Dans le générateur, c'est ça. Tout générateur, la tension, c'est lui qui monte le potentiel, le générateur. C'est comme le téléphérique, c'est lui qui monte le potentiel. Il va monter le potentiel ici, hop, un peu plus haut là. C'est son travail. Hein, le générateur, la batterie, elle va monter le potentiel. Par contre, eux, les récepteurs, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont consommer du potentiel. Eux, ils vont le descendre. Et donc là, par convention, le fléchage, il est comme ça. Tout ce qui est récepteur, la flèche, la tension, elle est dans le sens contraire du courant. Voilà, ça c'était comment on a vu notre schéma. Au départ, on flèche les courants. Hein, s'il y a plusieurs, hein, si on avait un embranchement, si on avait un... Alors, ça c'est une branche. Si on avait un nœud, un nœud, c'est un endroit où il y a plus de 3 fils qui arrivent. Hein. Là, le courant, s'il y a I1 qui arrive ici, il peut y avoir I2 et I3. Là, le courant va se séparer. Ça, c'est un nœud. En terminologie, on vous dira ça, c'est un nœud, et ça, c'est une branche. Je ne fais pas trop vite, là. Tout ce qui rentre dans un rond-point, hein, les véhicules qui rentrent dans un rond-point, ils sortent. Hein. Mais c'est pareil pour le courant. Là, le courant qui rentre, I1 est égal à I2 plus I3. Les électrons ne se perdent pas. Tout ce qui rentre dans un nœud, ça sort. Donc si on a fléché comme ça les courants, ça c'est la loi des nœuds. La somme des courants qui rentrent est égale à la somme des courants qui sortent. Tout ce qui rentre comme véhicule dans un rond-point, à un moment, ça va sortir. Lui, il vous a parlé de la loi des nombres, la loi d'Ohm. Moi, je vous ai parlé donc de la loi des nœuds. Et maintenant, je vais vous dire la loi des mailles. La loi des mailles, c'est ce qui va nous permettre de trouver l'équation. C'est-à-dire que je choisis une maille, je choisis un circuit fermé. Je vais déterminer un sens de rotation positif. Je dis, ben, je vais tourner dans ce sens. Je pourrais tourner dans l'autre. Et là, dans cette maille, la somme des tensions est égale à 0. C'est-à-dire que ici, je pars de 0, je vais monter le potentiel, je vais le descendre, et je vais revenir à 0. La somme des potentiels est égale à 0. Et donc, je vais écrire mon équation. Mon équation, je regarde ici, je tourne dans ce sens-là, donc A, celui-là, il est dans le bon sens. Donc, c'est E. Ah, celui-là, il est dans le sens opposé. Moins U, moins VD, égale 0. Voilà mon équation de ma maille. Voilà comment on a obtenu l'équation de la maille. Ici, U, on va utiliser la loi d'Ohm. U égale RI. Alors c'est R1, il appelé ID. Ça, c'est la loi d'Ohm. On remplace. Et ensuite, on va trouver notre R. Alors. Après, je ne sais pas si vous, les équations, ça va. Quand vous passez un terme d'un côté, ben, il change de signe. Et là, par contre, quand j'ai un multiplié, ben, il devient divisé. Est-ce que c'est bon là ou je suis allé un peu vite ou peut-être hein?
Donc en fait, on retrouve ici son équation. En fait, il a utilisé la loi d'Ohm et la loi des mailles. On a une seule maille, on a fléché notre maille, on a fléché les tensions de notre maille. La somme des tensions dans une maille est égale à 0. Loi des mailles, la somme des tensions dans une maille égale 0. La loi des nœuds, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Avec ça, on va pouvoir calculer, le constructeur nous donne la tension de seuil de la diode. Il nous dit que c'est 1,1 volt. Notre pile, elle fait 3,7 volts. On va remplacer. J'ai une pile de 3,7 volts. La diode, tension de seuil 1,1. Et ensuite, on nous dit qu'il faut 20 mA pour que, sur la courbe, on a vu que on avait besoin, ça correspondait à 20 mA, c'est marqué en haut. Hein. Et donc, on fait attention aux unités. Hein. 20 mA, c'est 0,02 ampères. Et là, on fait l'application numérique, on trouve notre résistance à utiliser. La résistance, alors on n'a pas exactement cette valeur-là. Hein. On a des séries qui sont bien précises. Et là, on va essayer de trouver une résistance qui corresponde. Alors, je crois qu'il y a une 150 ohms qui n'est pas loin, qui permettrait donc de polariser correctement notre diode. Voilà, là, je suis rentré un peu plus en détail dans le calcul. Oui. Ça correspond à quoi, R1? U égale R1 ID. U, c'est la tension en borne de la résistance. Elle est proportionnelle à la résistance et au courant qui la traverse. Alors, attention, intensité, c'est la valeur. Hein, il y a le courant et l'intensité du courant. Voilà, mais on peut, voilà, donc là, effectivement, il a deux valeurs qui correspondent à peu près à 130 ohms, 120 ou 150. Les deux fonctionnent. Hein. Avec 120, on émettra plus de lumière. Avec 150, on en émettra un peu moins, mais ça fonctionnera quand même. Ça ne sert à rien d'avoir exactement 130. Déjà, ça va coûter. Alors, il y a certaines séries, effectivement, les séries qui sont classiques, la E24, vous avez une gamme de résistances, elles ne sont pas chères. Après, vous pourrez avoir des résistances plus précises, mais là, du coup, vous pouvez avoir des résistances avec une tolérance de 1%. Là, effectivement, elles sont triées, mais c'est 3 ou 4 fois le prix. Si on ne met pas de résistance, on n'a pas le U, et donc ça nous fait... Si tu mets pas de résistance, là, si tu mets un fil, tu grilles la LED. Parce que VD sera trop important. Ah ouais, si tu mets pas de résistance, on applique directement donc la tension E. Là, tu repasses un petit peu sur le graphique là. Si tu appliques directement 3,3, qu'est-ce qui se passe? Là, le courant est trop fort, tu grilles, ça grille direct. Ah oui, non. Déjà, voilà, il faut vraiment pas abuser. Et bon, c'est vrai qu'on a quand même une caractéristique qui est assez courte, quoi. Il faut bien viser, quoi. Il faut être à 1,1 pour avoir quelque chose qui soit correct. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, on a une échelle logarithmique. Hein, je ne sais pas si vous avez tous vu. Ici, on voit qu'on a des pas de 10, là. 0, 1, 10, 100, 1000. Donc, en fait, là, au milieu, ce n'est pas 50. Hein. Faire attention que c'est du logarithmique. Voilà, et on peut repasser sur la suite peut-être. Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus? Bon, ça c'est le composant donc, qui va être... Donc cette fois-ci, on est sur la partie... on est sur la même chose, hein, sauf qu'ici, au lieu d'avoir la diode, ici, on a le transistor. On a la deuxième partie du circuit. On va mettre notre transistor ici. Je peux me permettre une remarque? Oui. La différence entre les deux schémas, tout à l'heure, là, on a la Terre qui est dessinée... C'est le même symbole, c'est pareil. Et pourquoi est-ce qu'on dessine ça finalement, alors qu'on a la pile Qu'est-ce que ça apporte en plus? Ça veut dire qu'ici, là, tu as branché le moins de la pile ici. Alors ça, tu aurais pu le déplacer ici. Hein. Tu peux le mettre au milieu. Le symbole de la
est une petite. Oui, c'est ça. Ça, c'est la pile. Ça, c'est la pile. Donc, le plus de la pile est là et le moins de la pile est là. Donc, pour ça, ce symbole, J'aurais pas, ça marcherait pareil. Ce symbole, c'est soit ça, soit c'est pareil. Hein, ça. Non, c'est la masse. Alors, c'est pas la Terre, hein, c'est la masse. Ouais, ce symbole-là, ça c'est le même. Hein. Ouais, bon. Ouais, il faut utiliser, c'est vrai que dans les schémas, il faut essayer d'utiliser les mêmes symboles parce qu'après, ça perturbe. Là, par exemple, ça perturbe de suite. Non, c'est la même chose. Ouais, voilà. Tu mets ça, voilà, comme ça ne perturbe plus. c'est optionnel. Ça. Et si ça y était pas? C'est optionnel. Ah, c'est pour indiquer que c'est ton point bas et que ça te perd. Ouais. C'est pour indiquer que c'est le point du circuit qui est le plus bas. Voilà. Ça permet. Alors, après, effectivement, mais ça, c'est pas le cas. On n'a qu'une tension là. Oui, non, mais c'est le point de référence. C'est le point de référence, voilà. Le 0. Mais dans ce cas-là, c'est le point le plus bas, ici. Oui, après, effectivement, après, on peut avoir une deuxième tension négative, enfin, une deuxième alimentation négative. On a souvent du 3,3 et du moins 3,3. Et là, effectivement, ça dit que le point de référence, il est au centre, il est à 0. On considère que c'est notre 0 de référence. Bon. Donc là, on reprend la même chose, que, au lieu d'avoir une tension de seuil de diode, cette fois-ci, on a une tension de transistor. Et là, ce transistor, on voit que le comportement du transistor, il a une tension, alors VT, lorsqu'il est saturé, il a une tension de 0,3. Donc il va falloir faire attention de ne pas y envoyer trop de courant quand il est saturé. Et donc là, on refait le calcul avec la tension du transistor. Là, pareil, sur la caractéristique, on voit qu'on a besoin d'un courant de 0,2 mA. Ça, c'est le constructeur qui vous donne les caractéristiques, qui vous donne le graphe. Et en fonction de ça, voilà, ici, on voit bien qu'on a les informations sur le graphe et on les exploite. Et ça nous permet de calculer la deuxième résistance. On voit qu'il y a une différence quand même entre la première et la deuxième. La première, elle fait 130 ohms et la deuxième, c'est 17 kΩ. Donc, on est quand même à un rapport... oui. Le transistor, en fait, c'est le capteur, non? Alors, c'est pas un capteur, le transistor. Le transistor, c'est comme un interrupteur. Tu envoies de la lumière, c'est comme s'il y avait un fil. Tu n'envoies pas de lumière, c'est comme s'il était ouvert. Ah oui, en fait, c'est un interrupteur avec la lumière. C'est un interrupteur commandé avec la lumière. Voilà, pour simplifier. C'est-à-dire que quand je vais envoyer, quand il y aura de la réverbération sur ma ligne blanche, il va capter cette réverbération et là, il va conduire. C'est-à-dire que lui, il va recevoir des photons ici et ça va polariser le transistor et il va devenir courant, il va laisser passer le courant. De façon importante, il va laisser passer donc 20 mA de courant. Et pour le capteur, il est où? Alors, tu peux remonter. Ici, tu as ton émetteur, l'émetteur de lumière, hop, et en dessous, le récepteur ici qui permet, c'est le transistor qui... Ils sont sur le même circuit. Voilà. Ah, tu en as deux là. C'est-à-dire que là, tu as un émetteur Regarde et un bien. récepteur. Regarde, tu as deux. Sur le même boîtier noir. Sur le même boîtier noir, tu as deux. Oui, d'accord. Tu as deux, voilà. Ça envoie l'infrarouge. Donc il y en a un qui va éclairer et l'autre qui va détecter la lumière. Voilà, c'est le même boîtier qui fait tout. Il y en a deux directement dessus. Oui, c'est ça. En fait, on a les deux circuits. C'est pour ça qu'on a ces deux circuits sont indépendants complètement. Ils sont alimentés par la même pile, mais ils sont indépendants. Hein, on pourrait représenter sur le même schéma les deux circuits. Alors par contre, si vous vous trompez de résistance, si vous inversez les résistance, vous grillez le transistor de façon certaine. En fait, c'est comme s'ils étaient moulés dans un boîtier. Ouais, Quoi, c'est ça. C'est une diode d'un côté, un phototransistor, et c'est pour ça qu'il y a quatre pattes. Quoi. D'accord. Par contre, voilà, ce qu'on a, c'est que tu peux remonter en haut, s'il te plaît. Ce qu'on a sur notre circuit, voilà, c'est ça là. On a vraiment ça. On a deux composants, une diode, un phototransistor. Dans notre boîtier, il n'y a que ça. Donc nous, il nous faut rajouter les résistances, les deux résistances, et bien sûr la pile.
pour que ça fonctionne. Voilà. Donc nous, du coup, notre composant, il est là. Hein, si je vais l'extraire, il est là. Donc il faut rajouter les deux résistances, la pile, et nous, ce qu'on va mesurer ici, la tension de sortie, elle est là. La tension de sortie, donc, lorsque lui, il est bloqué, le circuit est ouvert là. S'il est bloqué, il n'y a pas ça. Donc automatiquement, il n'y a pas de courant qui circule. Donc la tension ici, E, se retrouve ici. Donc quand il est bloqué, on va retrouver la tension d'alimentation E. Ben, si on a du 3,7 volts, on va retrouver 3,7 volts. S'il est passant, là, ici, on va avoir la tension VT du transistor quand il est saturé. On va mesurer la tension VT. Un coup, on va mesurer la tension E. On ne détecte pas de ligne blanche. Un coup, on va détecter la tension, on va détecter la ligne blanche, et là, on va détecter la tension VT, la tension du transistor quand il est saturé. Sauf que c'est une ligne noire, mais c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Quoi. Ah, je suis Oui, non, c'est pas grave, on comprend. La ligne est noire. Oui, quand la ligne est noire, ben, il est bloqué, et quand la ligne est blanche, il est saturé. Voilà. Ok. Bon, mais ça, c'est la base de votre robot. Une fois que vous avez compris ça, ben, il va falloir récupérer ces tensions. Donc nous, notre carte, elle va récupérer 2 tensions VS. Hein, vous aurez 2 capteurs de ligne, 2 capteurs. Et il va falloir savoir donner le nom capteur gauche, capteur droit. Et en fonction des données que vous allez recevoir, il va falloir après savoir s'il va falloir actionner les moteurs ou pas. Alors, donc il y a une ligne blanche. Alors je ne sais pas comment est la ligne blanche. Ligne noire sur un fond clair. Voilà. Donc est-ce qu'on a un circuit parce que... Ah voilà. Donc a priori, si la ligne est au centre, quand tout va bien, c'est qu'on doit détecter ici que les deux sont saturés. Normalement, on a comme information comme quoi on est sur du blanc et du blanc, si on est bien placé sur la ligne noire. Donc maintenant, en programmation, il va falloir imaginer tous les cas possibles. Le cas... Il disait qu'on avait... comment ça s'appelle Non, mais a priori, il faut que tu réfléchisses et que tu dises, voilà, si tel cas, je dois faire ça. Si tel cas, je dois faire ça. Oui, non, mais les robots, il y en a deux. Il y en a deux différents. Il y a le robot programmable. Dans ce cas, c'est un programme qui va dire, selon les informations qu'il reçoit des deux capteurs. Et puis il y a un robot avec une puce qui est déjà préprogrammée. C'est en logique. C'est en logique, ouais. Ou c'est en logique, voilà. C'était un Ampliop, je crois, le premier projet. Voilà. Si par exemple, Qui est le capteur de droite, il repère du blanc, et le capteur de gauche repère du blanc, c'est qu'on est sur la ligne, donc on va continuer tout droit, on ne va rien changer. Mais si imaginons que on est en train de se décaler, on est en train d'aller à la ligne. Le capteur de droite, il va détecter du noir, et le capteur de gauche, il va détecter du blanc. Donc on va savoir qu'on est en train de mettre la roue droite sur la ligne noire. Donc on va faire une action pour qu'il tourne à gauche. Ouais. Ralentir le moteur droit pour que ça tourne à droite. Et pour tourner à gauche, je pense qu'on va arrêter d'alimenter la roue droite et il va tourner à gauche. Donc c'est simplement en comparant, ou par logiciel ou par un phénomène logique. Voilà. Si la tension change côté droit, si on attaque du noir, donc si la tension, si ça devient noir, si elle passe à 5 volts, c'est qu'on est en train de tourner à gauche, donc on va arrêter le moteur de la roue gauche. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce cas-là, vous réalisez ce qu'on appelle un algorithme. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. On ne rentre pas en programme, c'est pas de la programmation, hein, on n'est pas... c'est l'étape intermédiaire, si j'arrive à effacer, qui permet déjà de comprendre le programme. Ok. Ça va être chaud là. Ouais, c'est leur tableau. Hein. Donc là, en fait, il va falloir vérifier dans votre algorithme que tous les cas sont pris en compte et que... alors, effectivement, on peut réaliser de deux manières cette fonction. Soit vous avez de la logique combinatoire, c'est-à-dire des circuits logiques.
avec des circuits logiques, vous allez déterminer directement le comportement de votre robot. Soit vous allez faire ça en programmation. Circuit logique, c'est des portes et, des portes OU, hein, qui sont imbriquées, qui vont me permettre de définir, je mets en marche le moteur ou je ne mets pas en marche le moteur. Ou, voilà, on peut le faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programmation. Deuxième solution, c'est je vais récupérer ces informations et en programmation, je vais déterminer si j'actionne ou pas donc les moteurs. Si on est en programmation logique, c'est tout ou rien. C'est-à-dire je mets le moteur à fond ou je mets le moteur à zéro. Quand on est en programmation, là, c'est plus souple parce qu'on va pouvoir alimenter et dire ouais, j'alimente le moteur un peu moins que l'autre. Donc on verra, je pense qu'il verra les deux cas. Alors qu'est-ce que c'est donc l'algorithme? Ça commence toujours par début. Et après, vous avez des fonctionnalités. Ouais, là, je mets démarrer moteur A et B, par exemple. Et ensuite, vous avez des conditions. Là, j'ai une condition, c'est non. Et là, j'ai une condition, c'est oui. Et vous allez décrire, alors, vous avez une question. Hein. Si c'est oui, vous allez ici. Si c'est non, vous allez par là-bas. Ça, c'est la représentation de votre programme. Déjà, si vous arrivez à formaliser votre programme comme ça, c'est valable pour tous les langages. Et une fois que vous avez ça, ben après, vous pouvez le coder. Vous pouvez le coder en Python, vous pouvez le coder en C, et tout le monde va comprendre ce formalisme, et après, chacun va le programmer avec son langage. Donc moi, je pense qu'au départ, il faut bien analyser comment vous allez utiliser. Donc là, vous allez donner un nom à cette valeur-là, à cette tension, pour le moteur, par exemple pour le capteur gauche, et pareil pour le capteur droit, et vous aurez ici une question, est-ce que la tension sera... Et là, vous aurez deux réponses. Pareil, vous allez avoir plusieurs conditions et ça va vous permettre de dire est-ce que j'actionne le moteur A, je vais appeler le moteur A, le moteur gauche ou le moteur droit, le moteur G, le moteur D, hein, autant simplifier les choses. Et en fonction, vous aurez votre programme et après, vous allez pouvoir le retranscrire en Python ou en C sur vos cartes. Donc c'est un programme par moteur ou un programme qui va... Non, c'est un seul programme qui va piloter les deux moteurs. C'est-à-dire qu'en fonction de... Par exemple, ici, je mets ici moteur gauche on. Hein, je sais pas si... moteur droit on. Hein, et ici, je vais tester, est-ce que j'ai une ligne... Alors, est-ce que j'ai du noir? Parce qu'en fait, dès que je vais avoir du noir, ça va être compliqué. Il va falloir que je fasse une action. Hein. Ah oui, donc là il va falloir capter ici, est-ce que j'ai du noir à gauche? Alors je vais dire ici, ça va être non ici, par exemple. Oui. Alors, non, est-ce que j'ai du noir? Alors noir à gauche par exemple. Hein. Est-ce que j'ai à gauche j'ai du noir? Non, mais je continue. Et ici je vais tester. Est-ce que j'ai du noir à droite? Non. Et là, par contre, ici, il va falloir que j'agisse. Ici, il va falloir que j'agisse pour dire, il va falloir que je compense. Et comme ça, on déroule notre algorithme. Et une fois que l'algorithme, on le teste dans tous les cas. Alors, je prends le cas où je suis bien placé. Effectivement, je vais tout droit. Je ne fais rien du tout. Et je remonte. Et mon moteur est tout alimenté. Je fais comme ça. Le cas où je suis à gauche, où j'ai dérivé et mon capteur gauche il me détecte du noir, là, hop, je vais faire une action qui va être corrective. Et après, je redescends. Et ainsi de suite. Et dès que je ne suis plus sur le noir, je vais faire tout droit. Donc, il va falloir décrire votre comportement comme ça, avec un algorithme simple. Hein, si vous n'avez pas trop l'habitude, ce n'est pas non plus très compliqué. Hein. Vous avez des blocs comme ça qui vous permettent de dire qu'est-ce que j'actionne. Je fais des actions, hein, j'agis. Hein, je pilote mes actionnaires. Et là, j'ai mes capteurs. Là, j'ai mes actionneurs. Là, j'ai mes capteurs. Mes capteurs, c'est détection donc, de noir sur le capteur gauche, détection de noir sur le capteur droit. Et là, si j'ai moteur gauche et moteur droit. On n'a que ça. Hein, on a deux capteurs, deux actionneurs. Mais là, dans ce cas-là, si par exemple,
faut que le gauche noir et le droite noir puissent s'exécuter pratiquement instantanément, non? Ah ben ça fait tout le temps ça. Hein. Ça tourne en boucle comme ça. Et par exemple, s'il y a un problème sur le gauche noir, du coup, le droite noir, je sais que ça s'active. Si tu as un problème sur le... Le gauche noir, le droite noir va jamais s'activer. Le gauche noir, en fait gauche noir il va revenir ici. Oui. Donc là, tu vas faire une action sur le moteur. Et après il va revenir ici. Voilà. Je sais, mais si par exemple il y a un bug sur le gauche noir, du coup après le droite noir, lui, il va pas s'activer, ça va rester sur le gauche noir. Ah, il n'y aura pas de bug. Pourquoi tu veux du bug? En fait, ça descend toujours comme ça et il fait des tests à chaque fois. Il fait un test, est-ce que je détecte du noir sur le capteur gauche? Est-ce que je détecte du noir sur le capteur droit? Ça tourne, en fait, ça descend tout le temps et des fois ça va aller là. Alors des fois ça va aller là, alors il va falloir imaginer ce qu'on va faire ici. Ah, je sais pas. On verra. Voilà. Ça c'est après à vous dans votre programme. Il faudrait tester, voir si on a des tensions intermédiaires. Là déjà j'aurais pas dû donner déjà, j'ai donné déjà des indices, trop d'indices là. C'est à vous à trouver après. Et pourquoi on n'a pas fait genre... Il y a plusieurs possibilités de programmer. Oui, mais Alors pourquoi on n'a pas fait moteur on et ensuite en bas on met directement gauche noir et droite noir à côté. Donc c'est relié au même. Vas-y. Au lieu qu'il soit là, on le mettre là en fait. Ah non, mais là tu es en ligne, hein, tu peux pas. Là non, tu peux pas là. Ah, je sais pas. Non, il faut que tu sois en ligne comme ça. Ah, d'accord. Ah, parce qu'on n'est pas en multitâche sur notre. Nous, on fait tout de façon séquentielle. Donc en fait, c'est une opération après l'autre et après l'autre. Quand on code, c'est un séquentiel. C'est une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Tu peux pas. Non, tu peux pas faire de deux. Non, on peut les inverser. Ah, tu peux bien sûr. Hein. Ah oui, sûr, tu peux inverser. Ça, c'est possible. Tu as un seul chemin et après il revient ici et il refait une boucle. Et en fait, vous avez toujours, dans les programmations, que ce soit un Arduino, que ce soit un microbit, vous avez toujours une phase ici qui va être initialisation. Donc là, c'est initialisation. Alors ça se fait qu'une seule fois au début. Ça, c'est quand, par exemple, vous utilisez le port série, vous allez paramétrer la vitesse de votre port série. Vous allez mettre les valeurs par défaut, les constantes, les valeurs... Et après, ici, vous avez votre programme qui tourne en boucle. Vous avez une partie initialisation et une partie en boucle infinie. Toujours. Donc, il va falloir déterminer effectivement ce qu'il faut initialiser au départ. Et après, votre boucle qui va être répétée, mais peut-être 10 000 fois la seconde. Donc là, on va avoir quelque chose de très réactif. Après, c'est pas dit que les moteurs, il faut les mettre en on dès le départ. Hein. Là... Je pense que là, j'ai donné une solution, mais ce n'est pas la bonne. Hein. Attention. Il faut peut-être les mettre ailleurs. Il faut y réfléchir. Là, je vous laisserai... voilà. Il faut tester. Il y a des choses qui sont... Après, on peut faire différemment. Bien sûr. On peut tester s'il y a du blanc, au lieu de tester s'il y a du noir. Ah oui, après oui. Et du coup, s'il y a du blanc, on met en marche le moteur. Voilà. On va baisser peut-être un petit peu pour voir un petit peu la suite. De toute façon... Ça finit à quelle heure? Je sais pas compris. On termine à quelle heure? 19h27. Ouais. On a jusqu'à 30, c'est ça? Normalement, à 30, on commence à la pratique. À 20h30, vous commencez la pratique? Non, à 19h30. À 19h30? Oh, c'est dommage. Hein. Normalement, c'est une heure de cours, une heure de... Enfin, je sais pas. J'ai pas vu... Bon, ben, je suis désolé. Je n'ai pas respecté le... Oui, voilà. Déjà, est-ce que déjà, il y a des choses que vous n'avez pas comprises Ça va? Bon, ça va, alors, je suis fort. C'est bon, on est dans les temps. Ouais. Monsieur, c'est quand qu'on commence à construire le robot? Ah ben, La semaine prochaine, vous avez déjà des pièces. Mais avant de construire le robot, il va falloir fabriquer ça. Voilà. Commander. Il y a 2 choses comme ça à fabriquer. Ben voilà, ben non. Attends, Tu les as déjà? Ça, il faudra... Non, il faudra deux le faire. trucs avec le capteur. Il en faut 2 comme ça. C'est là où tu vas avoir tes 2 capteurs, gauche Et droit. et droit. Oui, ouais. Voilà. Et qui fonctionne. Et qui fonctionnent. Ah, mais comment on va faire Pour tester. Ah ben pour tester, on a une platine qui va permettre de les tester. Ah oui. Ah, justement, on les met là-dessus. On les met là-dessus. On va mettre du blanc. On doit mesurer moins d'1 volt. Et on met du noir. On doit mesurer 3,7 volts. Voilà.
Donc effectivement, après, une fois qu'on a déterminé... alors moi, ce qui m'a fait, c'est qu'il a déjà commencé à fabriquer des platines. Donc je ne sais pas, il a déjà les solutions... moi, normalement, on fabrique la platine une fois qu'on a tous les composants qui vont intégrer notre robot. Et après, on place les composants, on essaye de faire le... non, la platine complète. On va intégrer ça. En fait, on va intégrer ça dans notre robot. Notre robot, il y aura ça. Alors effectivement, c'est quand même... alors, je ne sais pas ce qu'on recherche. Si on recherche la vitesse, il faut essayer d'être le moins lourd possible, hein, le plus réactif possible. Il faut faire un choix sur les moteurs. Là, pour le moment, les moteurs... donc là, on a fait la partie sur les capteurs. Donc là, je pense que c'est pas très... J'ai compris. Et maintenant, il va falloir faire la même chose sur les moteurs. C'est-à-dire, soit on utilise un moteur et on l'alimente avec la tension de la batterie, et là, on tourne à fond. Soit on peut faire varier la vitesse de notre moteur. Alors voilà, donc il a prévu, donc il a réalisé certaines platines où on va pouvoir intégrer notre carte d'essai. Voilà, platine. Alors remonte. Alors il fallait donc commander ici. Donc il nous a demandé de commander des moteurs avec une certaine référence. C'est pas donné quand même. 7,40 € moteurs. Hein. Non mais il y en a des moins chers, je crois. Ah ouais. Ceux-là avec un réducteur, il y en a des. Voilà. La roue folle, c'est la roue devant qui va permettre, qui s'orientera en fonction de, pour pouvoir tourner. L'accul lipo, c'est celui qui va être à 3,7 volts. Hein, le chargeur avec DC. Ok. 40 € pour 40 €. Voilà. Okay. Donc après, maintenant, il va falloir déterminer si. Il a proposé la dernière fois plusieurs scénarios. Celui-là, c'est celui qui lui plaisait le moins parce que. Ah, ça ne lui plaisait pas ça? Il n'y a presque rien à faire dessus. Et il y en avait un deuxième qui le tentait plus avec de la récupération. D'accord. Bon, moi, l'objectif, c'est quand même d'aller au plus simple au départ. C'est vous réaliser un premier prototype déjà pour dégrossir, pour voir le progrès. Ouais, il me semble que moi, je serais pour simple au départ. Et après, parce que il parlait déjà de compétition pour gagner. Moi, je ne vous ferai pas d'illusions. On ne gagnera pas. Je vais être très clair, il ne gagnera pas. Hein. Première compétition, à moins d'y passer des semaines et des semaines. C'est pas avec celui-là, c'est avec un autre. Non, non, non. Avec celui-là Non, celui-là, c'était celui d'un programme. Il y avait une liste de crois fournitures moins chère. Il y en avait une Vous avez deuxième. parlé des roues et Ah tout bon pour que ce soit. Parce que là, ça, c'est les moteurs roues, c'est le moteur, la roue intégrée avec la démultiplication intégrée aussi. Ouais. Et sinon, lui, il a dit qu'il avait des sacs entiers de pignons pour faire des démultiplications avec des moteurs. Ouais, mais qui dit pignons, ça veut dire qu'on doit supporter C'était des ça, axes. ouais. Voilà, mais il y a aussi le dessin du truc. C'est ça là. Donc voilà, ce qu'il fallait faire, c'était aussi la séance, elle devait déterminer quelles équipes, quelles personnes se mettaient ensemble pour former un robot, quelles équipes vous voulez constituer, et ensuite quels sont les composants que vous avez à commander et faire la liste de ces composants pour pouvoir passer une commande. Après, je suis en train de penser par rapport aux roues, on peut les fabriquer aussi. Bien sûr. Ah oui, tu peux fabriquer tout bon. Moi je pensais les faire. Il a montré un exemple avec des bouchons. Hein. Oui, Oui, mais quitte à le faire, autant le faire en impression 3D. Oui. Ça va être dur. Sur une 3D, tu vois. Tu veux faire avec quel composant? D'accord, ok. Mais est-ce que ça va bien adhérer ça? Bah, si on prend de matières différentes. On met un joint. Avec un joint torique autour. Ouais. D'accord. Ça peut marcher. Et qu'est-ce qui était. Le TPU, je sais pas comment on dit, TPU. Le TPU, c'est. Il est pas. Si, c'est souple. Je sais pas si ça adhère. Alors déjà, je ne sais pas si. Je ne sais pas dans quelle optique il voulait venir. Parce que si on se met à dire le vescon pour qu'elle adhère bien et tout, on va plus faire de robotique, on va faire autre chose. Alors est-ce que lui, son idée, c'était pas quand même de faire de la robotique et prendre des roues déjà faites, ou bien est-ce qu'on fait 3 fois moins de robotique et on se met à dessiner des roues sans 3D? Moi, je serais pour utiliser des roues standards au départ. Ouais. Et après, ceux qui ont fini le robot, qui sont avancés, qui ont peu de temps, ils peuvent après faire leur propre roue. Mais au départ, il faut arriver à quelque chose qui est fonctionnel et qui suit le cahier des charges. Et après, on peut améliorer.
Hein, c'est comme Elon Musk, hein, il y a un premier prototype, un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis voilà quoi. Mais si on essaye d'entrer de faire le... je pense que c'est plus compliqué. Bon. Mais ceux qui veulent... mais je ne sais pas si... Hein, je crois que c'est mal barré. Ben là, de toute façon, on termine à 20h30, donc... après. Hein, voilà, donc maintenant, on va passer sur la partie... ceux qui veulent manipuler...